est spécialisé en gestion et valorisation de matériaux. Et le socle, en fait, de la société, c'est vraiment tout ce qui est Lean, système de management Lean, au service du défi environnemental du bâtiment. Donc moi, je suis plutôt ce qu'on appelle le Lean Green, c'est-à-dire que comment le Lean contribue, parce que ça, je suis une fervente et une convaincue que le système de management Lean est vraiment très adapté aux défis qu'on va avoir à affronter. Donc nous, on a 3 pôles. On a un pôle conseil et assistance. Moi, j'interviens auprès des entreprises générales de construction pour, quand elles veulent faire des démarches de valorisation des ressources, des gisements de déchets, etc., qu'elles veulent changer les pratiques sur les chantiers en mettant du tri renforcé, en développant le recyclage, le réemploi, etc. Donc moi, mon focus, c'est vraiment les entreprises générales de construction. On a un pôle formation, je fais des formations au diagnostic PEMD et à l'économie circulaire. On a formé des industriels, des grands groupes. Et puis, digital. Et là, la partie outils digital, c'est vraiment pour simplifier cette transition-là. Parce qu'on voit qu'en fait, il faut acquérir des connaissances nouvelles, des pratiques nouvelles, etc. Beaucoup de données, beaucoup d'informations nouvelles. Donc là, nous, on a réfléchi l'outil digital pour faciliter cette transition. Donc moi, ce que je vous propose, là, c'est une présentation de ce que c'est le diagnostic PEMD, sauf si vous êtes vraiment familier avec ça. Ce que nous, on propose, et puis toutes les problématiques logistiques, puisque là, on est dans le club dédié, en fait, qui sont en train d'émerger et qu'il va falloir résoudre. Donc, le diagnostic PEMD, c'est une mesure phare de la loi qui a été votée en 2020, qui n'est toujours pas en application parce qu'on attend un CERFA. Donc, c'était prévu au 1er janvier 2022, ça a été repoussé au 1er janvier 2023 et il manque le dernier arrêté et le CERFA. Alors, le CERFA qui servira à quoi? En fait, à enregistrer les diagnostics et les récollements en fin de chantier et à les transmettre sur une plateforme du CSTB qui va enregistrer en fait les gisements disponibles et qui pourra, les utiliser à des fins de statistiques en faisant les écarts entre les gisements prévus et réalisés avec le récollement. Et ils ont vocation aussi à faire la publicité des gisements et ensuite à mettre en fait en lien les acteurs de la construction intéressés par les gisements et ceux qui les sortent en fait des chantiers. Donc c'est une des 2 mesures phares, il y a plusieurs mesures phares qui concernent le bâtiment. Les 2 principales mesures sont la mise en place d'une filière REP, c'est-à-dire en fait mise en place d'éco-organismes, collecte, élimination, tout ça organisé par des éco-organismes. Tout d'abord sur du tri, le tri 7 flux. Ça aussi, ça a été une mesure de la loi AGEC. On a ajouté en fait 2 flux supplémentaires au tri obligatoire à faire sur les chantiers. Et le diagnostic PEMD, qui est l'inventaire des matériaux présents sur les chantiers de démolition. Ça vient remplacer le diagnostic déchets qui était déjà obligatoire depuis 2011. Sur les chantiers de démolition, la loi AGEC a augmenté en fait l'assiette, c'est le nombre d'opérations de démolition concernées, puisqu'il a réduit les surfaces. Auparavant, c'était 1000 m² par opération. Maintenant, c'est 1000 m² par bâtiment. Donc, en fait, il y a plus d'opérations concernées. Et il y a les opérations de rénovation significative.
C'est-à-dire que dès que vous avez deux lots qui sont touchés par de la rénovation, des parties majoritaires de deux lots qui sont listés en fait, dans le décret, vous êtes concerné, en fait le maître d'ouvrage est concerné par le diagnostic et doit faire réaliser cet inventaire. Et c'est vraiment une des clés stratégiques du développement de l'économie circulaire, parce que c'est le point de départ d'une stratégie de valorisation des ressources qui vont être issues des bâtiments existants. C'est-à-dire qu'on donne finalement de l'information sur le gisement existant qui va sortir, et à partir de ce gisement-là, on peut faire des scénarios de valorisation. Donc en fait, le diagnostic PEMD, tel qu'il est décrit en fait, dans la loi, il y a une partie inventaire. Ah, voilà. Il y a une partie inventaire, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage mandate un diagnostiqueur. on l'a plus là. Vous avez plus quoi? L'image. En fait, l'application elle bug et coupe le micro automatiquement, donc il vous entendra par moment. C'est revenu. Voilà, donc on est là, à la 9. Par contre, il y a un petit écho. On n'est pas en mode diapo là. Est-ce que là c'est basculé du coup? Là c'est bon, si je parle? Ils entendent? Non. Ils ne sont pas en mode projection. Ok. Est-ce que là vous nous entendez? Ouais. Voilà. Donc Fabrice dit oui, il nous entend. Il nous entend, oui. Et reprendre le diaporama. On les reprend. Voilà. Je pense que là c'est bon. Non. En tout cas là c'est bon. Mais... en fait c'est pas bon. Mais... Pour partager. Bon, après, en tout cas, c'est moins gênant, je pense, que de Ouais. pas... Le mieux c'est peut-être d'arrêter le diaporama là, et de le relancer. Ouais, c'est ce qui a été fait là. Ouais, il faut fermer ça. Ah là c'est bon? Non plus. Bon. Donc là, il est bien arrêté. Un diaporama. Bah, faites ça. Et puis mettez le diaporama. C'est soit tout d'un La présentation PowerPoint. Tout le monde en présentiel, ça marche bien. Ouais. Tout distanciel, ça peut avoir. Mais quand tu mets en hybride, Autoriser, ouais. Puis mettez le PowerPoint. Je pense que ça va marcher si on fait ça. Ah, Là, tu l'as? Ouais. Il n'y a plus que le mettre en plein écran sur son écran. Super. C'est Est-ce que bon. vous nous entendez? Oui, c'est bon. Bon. Hop. Faut que je passe. Ouais. On a la 9, ouais. Ok, là vous voyez? Avec Ouais, le bon, petit renvoi. ah oui. Ben, arrêtez, enfin, parce que... oui, non, c'est pas le. Parce qu'il y a Ah, les l'écran du.
Voilà. Ok. Donc en fait, dans la loi, il est prévu 3 parties. Le diagnostic PEMD doit tout d'abord faire l'inventaire en fait, des matériaux qui sont présents en les caractérisant, en les localisant, en donnant des informations sur l'état de conservation. Et ensuite, il est demandé au diagnostiqueur de proposer un scénario de traitement en fait, des gisements qui sortent en respectant une hiérarchie des modes de traitement qui est définie par ce qu'on appelle le diagramme de Lanzik. C'est-à-dire d'abord le réemploi, la réutilisation, le recyclage, le remblaiement carrière, ça c'est la valorisation matière. Là-dessus, il y a une obligation des États à se positionner sur des 70% de valorisation de matière. Donc ça, c'est la Commission européenne qui oblige ça. Et ensuite, si on ne peut pas vraiment faire ça, valorisation énergétique. Et ensuite, enfouissement, incinération non valorisée. Donc en fait, le diagnostiqueur doit rendre un rapport qui fait l'inventaire des matériaux présents avec les caractéristiques et doit proposer un scénario avec, si possible, des filières locales en respectant la hiérarchie des modes de traitement et en favorisant les filières locales. Et il est demandé aussi un certain nombre... Alors ça, c'est pas les fiches matériaux réemploi, ça c'est pas réglementaire, c'est pas demandé dans le décret. Par contre, le décret impose qu'il y ait des indications sur les modes de dépose, sur les modes de stockage, les modes de transport, les conditionnements, etc. pour que justement on passe à de l'opérationnel. L'idée, c'est que ce diagnostic PEMD ne soit pas juste une obligation réglementaire, on signe, on met dans le tiroir, mais ce soit un outil opérationnel qui commence à organiser les flux. Et moi, j'avais rencontré Martha de Cidrac, qui est vice-présidente au Sénat, et elle est présidente du groupe Économie circulaire au Sénat, et elle est architecte de formation. Donc très très sensible en fait au sujet du bâtiment, économie circulaire et au sujet du bâtiment. Et en fait, elle nous avait vraiment expliqué que l'objectif c'était d'avoir un outil en anticipation pour commencer à réfléchir au flux de matière en fonction de là où on veut les envoyer. C'est-à-dire que les produits, on va avoir la pelletisation correspondant à la dépose prévue. Alors en fait, il va y avoir tout un processus. C'est-à-dire qu'au diagnostic PEMD, on est très en amont, on est au niveau de l'esquisse, en avant-projet, etc., avant les dépôts de permis de travaux, etc., et avant les appels d'offres aux entreprises. Donc, en fait, c'est pour aider, on parlait tout à l'heure d'outils d'aide à la décision, c'est pour aider le maître d'ouvrage à prendre des décisions sur sa stratégie de valorisation des ressources. Donc, c'est pas forcément... En fait, quand on est encore au stade, alors un tout petit peu plus précis que ce qui a été effectivement présenté, mais on est dans c'est pas encore... On est encore en termes d'estimation et de grosses mailles, même si c'est un tout petit peu resserré par rapport à ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans de l'opérationnel et du précis, mais c'est pas très précis. Si jamais il y a une décision en fait de développer une stratégie de réemploi, par exemple, là, le maître d'ouvrage, il fera appel à un AMO économie circulaire qui complétera le diagnostic PEMD par des diagnostics ressources et des actions très concrètes sur la palettisation, sur le sourcing, etc. Ils savent faire ça, eux? Les AMO économie circulaire? Oui. Moi, je challenge le point. Alors, en fait, certains, oui, bien. C'est un métier qui émerge et les filières sont aussi émergentes. C'est-à-dire que ça se cherche. Moi, alors, pour le coup, moi, je ne suis pas AMO économie circulaire, je fais de l'assistance conseil aux entreprises générales. Et malgré tout, ce que j'apporte, c'est ça ressemble un peu à ce que va faire un AMO économie circulaire. On n'a pas le même client, on n'a pas les mêmes... on n'intervient pas au même moment. Moi, je suis assez en aval. Et je peux vous dire que,
en fait, ça fera l'objet effectivement d'un échange. Hein, enfin, vous partagez mon retour d'expérience là-dessus. On est loin encore de maturité là-dessus. Enfin, ça se cherche encore. Il y a des problématiques logistiques qui sont très importantes. Voilà. Et d'outils. Mais oui, il y a beaucoup à faire là-dessus. Et le sujet, c'est que pour faire monter en compétences, en fait, il faut... il y a beaucoup de formations à faire, il y a beaucoup aussi d'outils, de donner accès à de l'information, et le numérique a un rôle à jouer là-dessus. Alors nous, en fait, on a créé Akibo, qui est un outil, un assistant digital au diagnostic PEMD. Alors je vais essayer de vous enlever le truc là. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. C'est outil d'assistance au diagnostic PEMD. Oui, en fait on numérise le diagnostic PEMD. Ah oui, c'est reparti. Bon, désolé, j'ai... Donc en fait, on a fait une app web avec un module inventaire, c'est-à-dire que le diagnostiqueur, il est sur site et on lui met à disposition en fait une base de données de matériaux qui sont déjà pré-caractérisés, en poids, etc. Et donc, lui va faire par méthode analogique, c'est-à-dire il va dire... là, j'ai une fenêtre de ce type-là. Je vais, en fait, par mots-clés, alors soit on range les matériaux dans des boîtes, on lui met à disposition, soit ils peuvent chercher par des mots-clés, et dès qu'il trouve le matériau qui lui convient, il le sélectionne et ça lui pré-caractérise son matériau. Il a ensuite une fiche de saisie, où il va saisir les dimensionnels, le nombre d'unités, l'état de conservation, le mode d'assemblage, est-ce que c'est vissé, collé, etc. Enfin, en fait, on va lui mâcher un peu la saisie pour être sûr d'homogénéiser aussi la qualité de la saisie. Et une fois qu'il a fait, il peut attacher des photos aussi, ce qui fait qu'après, en fait, on range les photos directement. Et après, on lui met à disposition plein de fonctions de duplication, pour que justement le bénéfice qu'il ait à utiliser un outil digital, il soit aussi pour le diagnostiqueur, parce que sinon, il va passer sur le cahier. Donc la concurrence, c'est vraiment le papier. Et nous, en fait, on va essayer de lui faire gagner le maximum de temps pour qu'il soit convaincu de passer sur un outil digital. Ensuite, il passe au bureau. Donc là, il passe sur un deuxième module où là, il va faire ses affectations de flux. C'est-à-dire, il va dire, ce produit-là, je vais le proposer à 50% sur une filière de réemploi. Donc, il peut faire ça. Donc, nous, on agrège les données, les poids, etc. Et ensuite... une fois qu'il a dit, bon ok, donc là on l'oblige à respecter la hiérarchie des modes de traitement, et une fois qu'il a fait ça, il va rentrer dans le monde du déchet et on va lui dire, pour tel déchet, par exemple le béton, tu peux proposer de le recycler en graves routières, tu peux le proposer en granulats recyclés, etc. Donc on va lui mettre à disposition les filières génériques qu'il peut proposer pour les types de déchets. Sur les menuiseries, on va lui dire tu peux recycler juste l'acier, ou tu peux proposer un démantèlement ou avec du recyclage du vitrage et de l'acier. Enfin, voilà. Et les performances en fait de ces filières-là sont automatiquement accrochées à la filière. Ce qui fait qu'après, il arrive sur des indicateurs qui vont lui donner en fait le taux de valorisation de son scénario, et puis il peut modifier, il peut faire des simulations, il peut jouer sur des paramètres pour améliorer ou proposer plusieurs scénarios. Et après on a un onglet où on va lui pousser
On va lui faciliter la rédaction de son rapport. On lui fournit plein de documents pour faire son rapport, les fichiers Excel, un rapport prédocumenté, le CERFA pré-rempli, blablabla. Là aussi, le sujet, c'est de lui faire gagner du temps. Alors, nous, on est commercialisé, on a une dizaine de clients là, qui sont récurrents maintenant, qui utilisent l'outil pour faire leur diagnostic UMD, et ils confirment qu'ils gagnent aux 3 à 5 jours sur le diagnostic. Ça, en fait, on se dit que ça, c'est gagné, et le sujet, c'est la qualité des diagnostics, parce que le sujet, c'est qu'il faut qu'on puisse garantir, dans un métier émergent, une qualité de diagnostic. Voilà ce qu'on fait. Et je voulais partager donc avec vous les sujets logistiques en fait qu'on voit émerger. Alors pour augmenter le taux de valorisation et aller vers du recyclage, on est obligé d'aller vers du tri renforcé sur les chantiers, c'est un des matériaux. Donc il y a, en fait, plus ça va être trié en amont, correctement, plus c'est trié en amont, plus il y a de chances, plus on augmente les chances de recyclage. Alors aujourd'hui, donc la loi impose du tri 7 flux. Par contre, par exemple, la loi impose de trier séparément le plastique. Mais si vous mettez du PVC avec du PP et du PE, là vous perdez les chances de recycler parce que en fait c'est pas les mêmes flux de recyclage. Et donc là on perd en fait une chance de recycler correctement le plastique. Ce qui va se passer, c'est qu'il va être récolté, fondu, donc on va être dans du recyclage énergétique et pas matière. Donc le sujet, c'est comment on arrive à recycler la matière. Ça, c'est l'économie circulaire. Donc c'est comment on arrive en fait Et ça veut dire que sur les chantiers, il faut réfléchir autrement aux emballages, aux contenants. Est-ce qu'on va mettre 15 000 et au flux de contenants? Est-ce que, en fait, en fonction de la synchronisation, etc., comment on va mettre des contenants pour le PVC, des contenants pour le PP ou pour le bois, etc. Enfin, on ne va pas avoir 15 000 bennes, surtout si on est en zone urbaine. Enfin, c'est comment, en fait, on réfléchit à cette logistique de contenants et de flux d'élimination. Vous parlez de chantiers de déconstruction là ou des chantiers neufs Là, c'est déconstruction. Déconstruction. Ouais. En fait, c'est de la réhabilitation. D'accord. Je entendais parler d'emballage. C'est vrai qu'il y a moins d'emballage quand on parle de déconstruction. Oui, mais là, c'est les emballages pour les produits, pour les déchets ou pour les produits de réemploi. Les contenants. Les contenants. Ah, okay. Oui, c'est okay. Emballage et contenants. C'est comment on évacue ça. Et là, il y a énormément de sujets, quoi. Donc, il y a des sociétés qui réfléchissent là-dessus, sur adapter les tailles de contenants, les petits contenants, et puis aussi... Tu penses à qui comme société? Alors, moi, quand j'étais en maison individuelle, je travaillais avec Géode, qui fait ça. Je sais qu'il y a Trien Collect. Oui, Trien Collect. Voilà, il y a EcoDrop, il y a des sociétés qui font, en fait, qui vont vers ce développement des petits contenants. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, parce que le Big Bag, par exemple, pour le monter dans les étages, etc., s'il n'y a pas d'ascenseur, enfin, ça peut être compliqué. Donc, en fait, il y a toute cette logistique. Si on veut que le tri se fasse, il faut que ce soit l'opérateur qui le fasse. Et là, il faut réfléchir à lui simplifier la vie. Parce qu'aujourd'hui, on se bat contre la benne tout mélangée, qui est la solution la plus simple. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la solution où on n'a pas à réfléchir, on met tout dans la benne, et on n'a pas à réfléchir, on appelle ce qu'on appelle le benneux, et il vient chercher la benne. Quoi. Et là, en fait, il va falloir réfléchir à comment on simplifie ces flux-là, pour que malgré tout, ce ne soit pas un truc trop compliqué pour les gens de travaux. Parce
Parce que souvent, en fait, le sujet des déchets, c'est quand même pas leur priorité par rapport à l'approvisionnement des matériaux neufs qui est en retard, par rapport aux trucs qualité, etc. Parce que là, on parle de déchets de déconstruction. Est-ce que vous avez une idée des volumes qui existent entre des chantiers de déconstruction, démolition, je dirais, structurés, c'est-à-dire qui sont faits par des entreprises de curage, démolition, qui pour moi sont des opérateurs rationnels, donc s'il y a des filières qui existent et si c'est vertueux de le faire, ils le feront, de trier. Des entreprises de curage, démolition, hein. C'est-à-dire des entreprises dont c'est le métier. Mais après, peut-être que la grosse masse des volumes et des tonnages vient de plus petits chantiers où ces tâches-là sont confiées à des entreprises pas forcément spécialisées et qui n'ont pas la connaissance parce que c'est pas leur métier premier. Ils font le curage d'évolution parce qu'on leur demande de le faire, mais en fait ils sont là pour faire un peu de gros œuvres, ils sont là pour faire, vous voyez. Et je ne sais pas quelle est la part des volumes. Je vous dis ça parce que moi, dans mon passé j'ai été démolisseur et cureur. Et donc forcément c'est un des postes importants du débours, donc vous êtes rationnel sur le sujet, donc vous regardez les filières qui existent. Si la filière elle est vertueuse, et que vertueuse au sens pécunier du terme dans un premier temps, hein, le tri vous allez le faire. Enfin, nous on remplissait des bennes de portes, on jetait pas la porte dedans, quoi. Elles étaient c'est ça. C'était hyper densifié, c'était hyper rangé, enfin c'est hyper organisé. Parce que c'est rationnel de le faire comme ça. Mais vous avez affaire à des cureurs, c'est des gens dont c'est le métier. Mais par contre, je ne sais pas quelle est la taille des volumes générés dans des chantiers comme ça, canalisés, faits par des cureurs, et puis le reste des chantiers. Peut-être que les volumes sont plus importants dans les chantiers diffus. Ça dépend de la taille, effectivement, des opérations. Quand on va être sur de la démolition, ça va être plutôt des cureurs, etc. Là, en fait, la loi inclut les opérations de rénovation significative de plus de 1000 m². Donc on est quand même sur des... Enfin, il va y avoir des opérations de petite taille où là, c'est l'entreprise générale qui va faire le curage, la partie curage et la partie reconstruction. Donc... en fait, l'état des connaissances, alors moi, pour l'instant, sur la partie conseil, je suis plutôt avec des entreprises qui n'ont pas, en fait, qui veulent acquérir des pratiques nouvelles, etc. Donc, ils ne sont peut-être pas à ce niveau d'organisation que peuvent avoir des entreprises de curage qui interviennent sur des gros chantiers très volumineux, quoi. Il va y avoir effectivement de la segmentation. Là, je parle plutôt de chantiers qui sont quand même conséquents, mais qui ne sont peut-être pas de ce type-là. Donc l'interlocuteur, c'est l'entreprise générale. Oui. Alors pour l'outil, c'est les diagnostiqueurs, et pour la partie conseil et assistance, c'est entreprise générale. Pourtant, au sens de la loi AGEC, pour les déchets, c'est le maître d'ouvrage qui porte la responsabilité. Alors en fait, il est de toute façon... Si je ne me trompe pas. Alors, en fait, c'est des responsabilités partagées. Hein. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, effectivement, reste de facto toujours responsable de ses déchets. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire j'ai délégué, etc. Par contre, tout ce qui est producteur, malgré tout, détenteur, etc., ont une responsabilité, tant sur la traçabilité que sur le respect de tout ce qui est prévu, quoi. Le tri cette flux, etc. En fait, le maître d'ouvrage, de toute façon, lui, il ne pourra jamais se débarrasser de sa responsabilité. Après, il y a d'autres stades de responsabilité qui sont tous les acteurs, que ce soit ceux qui transportent, que ceux qui travaillent, etc. Donc sur le tri renforcé sur chantier, là il y a vraiment des sujets, y compris aussi sur les conditions de stockage, parce que sur un chantier par exemple, on a voulu moi je voulais recycler toute la laine de roche, toute la laine de verre là, qui sortait pour la refondre dans les fours de Saint-Gobain. Donc là, en fait, il faut des sacs transparents, fermés. Il ne faut surtout pas que l'eau touche la laine de verre pour qu'elle puisse être fondue. Donc là, c'est aussi des conditions logistiques qui sont... Il y a aussi...
Ça, c'est mon parking, pardon. et en fait, il y a aussi des conditions logistiques à organiser et, sur les flux de matériaux et le lien entre les gens qui déconstruisent et les gens qui vont après collecter les déchets et les recycler. En fait, il y a toute la supply chain là, qui est organisée. Sur la partie réemploi, là aussi on a une problématique de contenant. Donc typiquement, c'est comment je stocke les produits pour qu'ils ne soient pas abîmés, etc. Où je les stocke, le sujet de la place, et comment à un moment donné je fais, alors ça c'est le sujet du stockage, je fais correspondre l'offre avec la demande. Et on a vu qu'en fait, il y avait des plateformes digitales qui s'étaient mises en place, mais que ces plateformes digitales ont investi désormais dans des entrepôts, parce que imaginez que en fait, ça puisse être fluide entre des gens qui vont libérer des ressources et des gens qui en ont besoin, ça se fait pas sans zone tampon, quoi. Donc le but, c'est de réduire ces zones. Ça, finalement, c'est du lead, c'est à un moment donné, il va falloir effectivement réfléchir au flux entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est des sujets logistiques. Alors moi, je travaille, et parce qu'il y a aussi des zones de tri, enfin, il va y avoir aussi de la préparation, il peut y avoir du nettoyage, il peut y avoir du reconditionnement, enfin, il peut y avoir des opérations. Là, c'est beaucoup investi par les entreprises sociales et solidaires qui peuvent effectivement être un maillon dans cette chaîne de réemploi des matériaux. Moi, je travaille avec 2 étudiantes de Centrale Lille sur la traçabilité en fait, des matériaux de réemploi. C'est-à-dire quelles données est nécessaire pour que en fait, on puisse maximiser les chances de réemploi du matériau. Et il y a des informations sur l'état, sur de conservation, les caractéristiques du produit, mais aussi sur les sujets logistiques. C'est où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est stocké, comment il est stocké, etc. Et où est-ce qu'on l'emmène. Donc on travaille à recenser en fait les données nécessaires. Donc ça on pourra partager avec vous aussi ces travaux-là. Elles sont en zone d'interview et elles restituent fin mars. Voilà. Question. Merci pour procéder à cette présentation. Moi j'ai une petite question, on a une petite expérience là sur un chantier de réemploi, on a fait de la déconstruction à partir d'un PVAUD. Et une des problématiques, c'est que c'est quand même aujourd'hui tout ce qui est réemploi, ça coûte quand même malheureusement plus cher, on va dire, que le jeter, passer en enfouissement, parce qu'il faut le conditionner, il y a du temps d'organiser, trouver, voir, enfin des fois c'est revendu pas grand chose. Est-ce que c'est général ça? Est-ce qu'on a tous la même expérience là-dessus? Oui, alors en fait, moi, il y a ce qu'on appelle la méthode, la méthode faisceau d'indices pour dire est-ce que le matériau est réemployable ou pas. Le coût de la dépose fait partie en fait, des critères qui influencent la décision. Et le prix du neuf aussi influence la valeur patrimoniale du produit aussi. Il y a le booster du réemploi qui a fait une liste de 10 matériaux les plus faciles à déposer et 10 matériaux les plus faciles à réemployer. Parce qu'il y a aussi donc, les conditions, le temps de dépose, la valeur neuve du produit. Par exemple, une porte alvéolaire en carton, ça va être, si vous êtes obligé de déposer finement le dormant, etc., pour pouvoir la réemployer, ça peut être effectivement économiquement pas viable. Et il y a aussi l'assurantiel, qui joue un rôle là-dedans. Donc en fait, le CSTB réfléchit justement à un indicateur qui mixe la partie technique, la partie économique, la partie assurantielle, pour pouvoir donner une espèce d'indicateur. Alors, je ne sais pas si ça sera faisable, hein,
d'indicateurs de potentiel de réemploi. Donc, mais tout ça, c'est en train de... on apprend aussi en faisant. Voilà. Donc, le CSTB aussi a fait une liste de 29 produits cibles favorables au réemploi. Et là, quand on parle de réemploi, il y a de réemploi, quoi. Il y a le réemploi du matériau en tant que tel dans une porte. Donc c'est un déchet, il faut que je le requalifie en porte et je le réutilise en porte. Puis après, il y a la revalorisation matière. C'est-à-dire que je prends un truc, je le broie et je le réincorpore dans un autre produit. Alors, en fait, réemploi, c'est j'utilise le produit dans le même usage. Dans le même usage. Donc, il ne passe pas en statut déchet. D'accord. Ah oui, c'est pas un déchet. Non. Si en fait, là, et la propriété, ça reste au maître d'ouvrage, donc l'entreprise de curage. Enfin, moi, je fais des transferts de propriété du produit, enfin, on signe des contrats pour que l'entreprise puisse gérer le réemploi à la place du maître d'ouvrage. La réutilisation, votre porte, vous la prenez et le ventail, en fait, vous en faites des bureaux. Il y a quelquefois il y a des entreprises qui font ça. Qui récupèrent des portes en chaîne et qui après font des meubles avec ces portes en chaîne. Là, en fait, le produit est passé en statut déchet et repasse en statut produit. Ça, c'est de la réutilisation. Ça existe qu'en France. Hein, ça. C'est pénible. Enfin, honnêtement, pour faire apprendre ça aux acteurs, c'est compliqué. Hein. Et sinon, il y a le recyclage matière, où là, la porte va être broyée et transformée en panneau OSB. En fait, on va remettre la matière dans le cycle matière. C'est-à-dire qu'on va remplacer de la matière vierge par de la matière recyclée. Ça, c'est du recyclage matière. Donc cette terminologie-là, c'est celle qu'on peut utiliser, c'est celle qu'il faut. Il faut une terminologie, parce que sinon, c'est réemploi, réutilisation aussi. Ça, c'est fait dans le Code de l'environnement et par l'ADEME. Donc il y a des définitions, en fait, de ce que c'est que le recyclage matière, etc. Sur la réutilisation, c'est compliqué, mais voilà. Et l'ADEME, je sais que l'ADEME travaille sur la redéfinition du mot réemploi. Bon, on verra ce que ça donne. Et de mémoire, il y avait aussi un moment des accords d'interprétation sur le fait qu'à partir du moment où le produit / déchet sortait du chantier, ça devenait automatiquement un déchet. Oui. Est-ce que vous savez si ça a été non, en fait, alors, clarifié? Alors ça, pour l'instant, en fait, même s'il sort du chantier mais qu'il est réutilisé dans le même usage, ça reste du réemploi. Par contre, le sujet, tout à l'heure, vous évoquiez de réutiliser le béton pour remblayer le site. Là, j'ai téléphoné, on a échangé avec le CSTB. On ne sait pas trop si c'est du réemploi ou du recyclage matière. Bon. Et quelle est la responsabilité du maître d'ouvrage, qui est propriétaire, qui en est peut-être pas un déchet, on va dire, du coup, un matériau en réemploi? Est-ce qu'il garantit quelque chose? Est-ce que si c'est mal utilisé, si quelqu'un... Je me souviens de choses un peu aberrantes comme ça quand j'étais au chantier naval, en disant qu'on préférait jeter des choses que les donner, parce que si jamais, je sais pas, ça servait à brûler ou quelque chose comme ça, il y avait des vapeurs nocives, voilà, responsabilité, donc je veux pas. Enfin, ça part à la veine, même si ça paraissait du bon sens, on va dire, de pouvoir favoriser la deuxième vie du potentiel déchet. Alors, de toute façon, si ça passe en déchet, il est responsable du déchet. Hein. Donc il est responsable de savoir comment on va être... Enfin là, il est dans le statut du déchet et toutes les obligations du déchet. Sur la partie produit, il a une responsabilité. En fait, s'il vend le produit, effectivement, il y a le sujet de sa responsabilité par rapport aux caractéristiques techniques du produit. Souvent, il arrive à contourner ça avec du don. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à contourner ça avec du don à des associations. Donc là, et sinon, il y a des acteurs spécialisés, par exemple, sur les faux planchers. Il y a Mobius qui prend les produits. Lui, il est dans la partie au milieu, là. Il prend les produits et il les requalifie, les reteste, etc. Et il les regarantit. Le reconditionnement. Ouais.
Donc en fait, il y a effectivement cette chaîne de responsabilité et de caractérisation. Et après, il y a les assureurs. C'est comment, en fait, ils assurent ces produits de réemploi. Il y a beaucoup de discussions et de travaux là-dessus. Parce que c'est un frein important. Alors après, par exemple, il y a une entreprise dans l'Est qui fait de la maintenance avec des produits, c'est du CVC, c'est de la plomberie. Ils font de la maintenance avec des produits de seconde main, de récupération, et ils s'auto-assurent. Et ils font de la maintenance à moitié prix. Je ne sais plus comment il s'appelle, Eco, je sais pas quoi. Et par exemple, ils récupèrent les WC, etc. et les tuyaux, et après, ils proposent au maître d'ouvrage de la maintenance à moitié prix, et ils auto-assurent. Acoris travaille là-dessus aussi. Ouais. Sur l'auto-assurance? Alors sur l'auto-assurance, je ne sais pas, mais sur la réutilisation en fait, de tout ce qui peut, pour y avoir des pièces détachées, et éviter de remplacer complètement la pièce, et avoir toutes les pièces détachées, de toutes les références qu'ils trouvent, avec les connaissances de leurs techniciens, et avoir un super magasin en fait, de pièces détachées. Ouais. Ça, c'est vraiment des trucs super. Hein. Ouais. Et sinon, les plateformes aussi digitales, comme CycleUp, proposent de la garantie aux produits. Sous quel format économique? C'est une assurance ou en fait, les produits, alors faudrait voir effectivement avec eux, mais les produits qu'on achète sont automatiquement assurés. Ouais. Et c'est dans le prix de la prestation. Je rebondirais bien sur la question de Thibaut tout à l'heure. Là, il l'a posé sur l'obligation, et moi je la poserais volontiers sur l'angle de la responsabilité, de la motivation finalement. Est-ce qu'on voit plus les entreprises générales, les entreprises qui sont motivées là-dessus, ou c'est plutôt les maîtres d'ouvrage? Alors, moi je ne parle que de mon expérience. Les entreprises générales qui sont intéressées par ça le font pour gagner des marchés. Parce que les clauses économie circulaire sur les bailleurs sociaux maintenant imposent des choses là-dessus. Moi, je suis sollicitée pour répondre à des appels d'offres, pour les aider à construire leur réponse à appels d'offres quand il y a des clauses économie circulaire. Pour attirer les jeunes talents. C'est-à-dire que quand on ne s'appelle pas Bouygues ou Eiffage, mais qu'on est dans une taille un peu plus petite, ça peut, c'est une marque de différenciation et ça peut attirer les jeunes. Et ça, ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas. Au vu des dirigeants, quand je discute avec les dirigeants... Moi j'ai toujours en tête ce que Chalandard a expliqué en revenant de je ne sais plus quelle réunion, qu'il était alpagué par ses jeunes collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour la planète? Moi j'ai fait un chantier. J'ai fait un chantier à Shell et en fait le chef de travaux était un jeune et il avait à cœur de faire ça, et ça ne marche que si lui il est convaincu, quoi. Parce que ça demande quand même, en fait ça passe vraiment par les gens de terrain et de travaux, quoi. Et troisième sujet, c'est économique. C'est-à-dire qu'au début, ils ne croient pas que c'est économique, et finalement, c'est un peu ce que tu disais, Nicolas, finalement on arrive à gagner de l'argent en faisant autrement. Et, ou être à l'équilibre. Et ça, en fait, on ne peut que par l'expérimentation leur montrer que... Alors, en fait, ce que moi je leur montre, c'est qu'on ne gagne pas sur toutes les lignes, mais qu'au global, on gagne. Là, j'ai fait un chantier à Épinay, et en fait, VK a racheté la matière, on avait du bardage PVC, et en fait, ils ont économisé énormément de frais de collecte. Alors avec la REP, il faut voir comment ça va se passer.
Après, il faut leur montrer effectivement que l'équation économique elle va changer aussi, parce que la REP elle introduit l'augmentation de la TGAP, elle réduit les quotas d'enfouissement, donc les coûts d'enfouissement vont aussi augmenter. Ouais. Et donc à un moment donné, moi j'avais vu ça chez Bouygues, ils avaient calculé effectivement que l'année à laquelle les courbes allaient s'inverser, il fallait devoir trier économiquement, rationnellement. C'était l'année prochaine. Mais par exemple, en fait, là, économiquement, ce qui va se passer, c'est que si le chantier trie le plastique séparément, il va bénéficier de la collecte et de l'élimination gratuite. Ouais. Sauf que dans la benne, on aura et du PVC, et du PP, et du PE. Donc, à un moment donné, il faudra trier. Enfin, je pense que ça évoluera vers du tri séparé par type de plastique, parce que sinon, on ne valorisera jamais le PVC. Alors peut-être qu'il va y avoir des flux directs aussi, c'est-à-dire que des VK vont dire moi si vous triez, je viens vous le chercher. Enfin, certainement qu'il va y avoir des choses de ce type-là. Sinon, moi j'avais une petite... J'en ai une. Sur le logiciel lui-même, Ouais. quand tu es sur la partie, la première partie inventaire, est-ce que tu génères quelque chose, un barcode ou un code barre QR, machin Alors ça, c'est ce qu'on va... C'est dans la prochaine version alors. Ouais. C'est-à-dire de se dire, à un moment donné, on initialise la partie traçabilité, mais le sujet, c'est qu'il faut que ça soit quand même un système ouvert, c'est-à-dire que après les gens puissent enrichir les informations avec leurs propres informations. Donc moi, je réfléchis plutôt à un système ouvert, initialisé par le diagnostic PEMD, mais qui après est encore en maturation. Est-ce qu'il existe des outils un peu du type diagnostic quantitatif? Là, on parlait de déconstruction pour le réemploi, mais plutôt pour la partie construction, parce que là, nous, on a beaucoup de mal à estimer ou faire estimer les quantités de déchets en phase de construction. C'est-à-dire que là, entre les ratios qu'on a, quand on demande aux entreprises, on a des disparités énormes. 15 cm par mètre carré. 15 cm par mètre carré. Le plancher. De quoi? De déchets? De déchets d'emballage. Ouais. Ah, d'emballage. De déchets. Alors, on essaye d'estimer aussi en fonction des différents flux, pour essayer de donner par rapport au coût, parce qu'entre ce qui coûte et ce qui est revalorisé. Est-ce qu'on a ce type d'outil de dire en fonction de certaines caractéristiques, des surfaces de plancher, des surfaces d'enduit, des surfaces de couverture, le nombre de logements, des choses qui permettent de pouvoir un peu caractériser les déchets une base en tout cas estimative de déchets qu'on va avoir en phase construction et donc mieux intégrer les notions de flux contenants qu'on va devoir mettre. Alors, moi j'avais commencé par la construction neuve, en fait, les déchets de construction neuve, et j'ai basculé sur les... Donc j'avais construit ce type de ratio. Après la base Ignace, dans la base Ignace, en fait, il y a un certain nombre déjà de ratios dans les fiches FDES qui sont donnés. C'est-à-dire les déchets par produit. On a ça. Par produit, mais pas par lot. Alors c'est aussi un peu des difficultés. En fait par UF, donc et sinon il y a des acteurs, alors je sais pas si Trien Collecte le fait, mais quand je travaillais avec Géode, en fait ils pèsent les déchets, donc après faut récupérer la donnée, leurs données. Je vais voir un chantier à Ormeau prochainement. Mais oui, on a ce type de caractéristiques, mais c'est pas forcément facilement reliable à une typologie de bâtiment. Tiens, je change, finalement, c'est plus de sol souple, moins de carrelage, c'est du zinc, c'est cette huile, c'est du étanché. Donc du coup, effectivement, on a des trucs un peu globaux comme ça, collectifs ou tertiaires, mais c'est pas forcément facilement applicable en disant sur ce chantier comment je réadapte ça. Puis c'est très lié en fait à la gestion de la sécurisation des approvisionnements. C'est-à-dire que les gens ont des méthodes, comment ils font leurs prévisions, comment le gars des achats après il remet une tartine dessus. C'est très lié à la méthode au calpinage, etc. Moi, j'avais fait une étude sur des maisons individuelles. C'est monstrueux, par exemple, en carrelage et en placo. C'est phénoménal. Les emballages pour les matériaux neufs, c'est ça? Et l'assurance les chutes, la proportion de chute,
c'est les deux gros postes, effectivement. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. C'est sûr qu'on C'est combien? C'est 4-5% ou plus? C'est du 20%, c'est du 20%. Ah ouais. En carrelage et quoi? C'est du 10, c'est entre 10 et 20%. C'est énorme. C'est ce énorme. pour qui Ah, 20%, c'est 30% du prix, ça fait Non, enfin moi j'étais pas la fourniture. J'étais plutôt au coût de autour des 2% du coût de marché. Ouais, non, mais tu fais. Ouais, c'est tu entre. fais- Ouais. tu Et fais alors 28% qu'un de électricien, on est surconsommation, plutôt à ça 0,3, revient, ça fait 3 à 9% du prix. Bah, quand on voit le sujet du prix des matériaux qui flambent, etc., il y a des pistes d'économie là qui sont. Enfin, 2% de montant de marché. ça c'est un autre sujet. Mais ça c'est du lean. En fait, typiquement le sujet de la sécurisation des approvisionnements. En fait, c'est un petit peu le sujet, parce que c'est le raisonnement global. En fait, si on regarde que le focus déchets, j'arrive pas à me motiver, mais si on élargit ça effectivement à un raisonnement un peu global sur la surconsommation des matériaux, Et ça passe. tout de suite on commence à avoir le Voilà. giron, quoi. Et tant qu'on Lean ne mesure green. pas, on n'améliore pas. Quoi. Et Ouais. la première chose, c'est de mettre en évidence effectivement le coût réel des Ouais. déchets. Quoi. Et voilà, tout est Alors, un peu noyé. Et là, effectivement, on commence à dire, ah oui, ça Ouais. coûte ça. Mais le problème, c'est que quand on est sur des opérations de rénovation à plusieurs millions de travaux, le sujet, c'est que les déchets, c'est presque marginal. Donc, non, mais un conducteur de travaux, un directeur de travaux, bon. C'est c'est marginal, mais il y a d'autres. Il y a l'image, il y a plein de choses. Il y a l'état de propreté du chantier, il y a la valorisation du métier, des bennes qui débordent, qui sont dégueulasses. Ah oui. Les conditions de travail, bien sûr. Il gagne, enfin moi je vois, on a fait un chantier assez emblématique à Chelles sur une cité cheminote avec ICF. Et en fait, après, en termes d'image, bah, ils peuvent s'appuyer sur ce qu'ils ont fait pour pouvoir gagner d'autres marchés parce que les clauses, elles sont en train de se, En fait, ça change se quelque chose, renforcer. c'est qu'il y a des moyens de tri des poubelles en permanence partout sur le chantier. Quoi. Donc c'est plus je fais un tas et puis à la fin de la semaine j'irai nettoyer. Quoi. Et ça change. Et en fait, ce que ça change principalement, c'est ça, c'est qu'on faut refaire un chantier propre. Ouais. Ça doit Mais c'est pas. En fait, il faut beaucoup d'encadrement et de changement. Parce que là, par exemple, sur le chantier d'Épinay, derrière le bardage en PVC, il y avait des chevrons de 4 mètres. Et donc là, on s'est dit, ouh, chevron, réemploi. Bardage PVC, ça a été recyclage. Hein. Réemploi. Donc là, en fait, les conditions pour pouvoir mettre à disposition de la menuiserie, on a trouvé une ESS qui fait une entreprise d'insertion qui fait de la charpente, qui était intéressée par reprendre les chevrons. Sauf que en fait, les premières livraisons de la benne de chevrons, il y avait des détritus, il y avait du bois pourri, etc. Donc, obligé de faire une réunion sur le chantier pour dire non. Et finalement, c'est l'ESS qui met à disposition sur le chantier une personne pour pouvoir s'assurer que la qualité de la benne, bon, c'est des pratiques qui vont... au fur et à mesure, ça va changer, oui. Ça va changer. J'avais bien prévu qu'on serait passionné sur le sujet, on a débordé un petit peu. Mais merci en tout cas, Dominique. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question, si vous voulez, mais après qu'on passe sur la suite de notre réunion? La dernière question, c'était sur le PEMB, c'est l'obligation du producteur ou du maître d'ouvrage? Maître d'ouvrage. D'accord. Maître d'ouvrage, dès qu'il a en fait une opération de plus de 1000 m² en démolition ou en rénovation significative, il est soumis au PEMD. Ouais. À condition que le CERFA sorte. Donc le maître d'ouvrage qui mène l'opération. Il doit réaliser un inventaire des ressources qui vont sortir, de son Et à champ. l'échelle de la ZAC, ça porte sur l'aménageur ou sur les maîtres d'ouvrage après? Non, je pense que c'est les maîtres. Non, je pense que c'est maître d'ouvrage. C'est dommage ça. Ouais. Mais on peut peut-être expliquer à l'aménageur des choses. Il y a peut-être intérêt à mutualiser. C'est quand même lui qui déclenche l'opération, l'aménageur. Alors ce qu'on voit, en fait, c'est l'implication de territoire. Alors de territoire aussi, pour essayer de proposer effectivement des uniformisations, des agrégations, de mettre en place des matériothèques, des plateformes,
En fait, il y a Toulouse qui fait ça, il y a la MEL, il y a Grand Est, pour dire, en fait, on essaie effectivement, au niveau du territoire, d'organiser soit le matching des matériaux, soit voilà. Pleine commune. Oui, bah oui. Là-dessus aussi. Oui, Justine Emringer, ouais. Elles ensemble aussi, c'est Oh, pas pardon. mal. Et la métropole du Grand Paris aussi. La métropole du Grand Paris aussi. D'ailleurs, ils sont dans un Ils sont projet ensemble, européen ensemble Oui. sur un projet européen qui, entre autres, vise à développer des plateformes. Oui, les plateformes, ouais. Et la mise en lien, etc. Ouais. Oui, Les Justine. aménageurs aussi, là, vous parliez des Ardoines, je suppose que c'est avec Grand Paris Aménagement. Et Grand Paris Aménagement, on est questionné Ouais. sur comment organiser très tôt Ouais. le diagnostic, l'inventaire, le réemploi, la Ouais. réutilisation. Et donc, en fait, le sujet de la photo, le diagnostic PEMD, effectivement, c'est une photo à un moment donné qui est en pixels suffisamment fins pour qu'on puisse prendre des décisions et commencer à organiser. Oui. Et on voit aussi des clients qui commencent à avoir une vision patrimoniale, c'est-à-dire qu'ils voudraient avoir en fait la vision de tous les diagnostics PEMD qu'ils font de façon agrégée pour pouvoir... j'ai la Pestimo par exemple qui disait mais moi ça m'intéresse d'avoir aussi une plateforme qui regroupe tous les diagnostics PEMD de mes différents bureaux pour voir si je peux pas faire circuler des matériaux entre chantiers. Donc on est au début, mais le sujet de la logistique, il est absolument clé. Et ça va peut-être nous alimenter sur notre prochain sujet. Donc merci beaucoup Dominique pour ces échanges.